Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration. Bonjour à tous et bienvenue dans Destin de Femmes. Aujourd'hui, je reçois un homme politique engagé, un père de famille, un citoyen fier de ses racines et de son histoire. David Xavier Weiss a choisi d'assumer toutes les facettes de sa vie avec fierté et sincérité. Aujourd'hui, il nous invite à découvrir un chemin personnel engagé, façonné par des figures féminines fortes. Dans Destin de Femmes, il nous livre son regard sur l'amour, la famille et les défis de notre temps. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation dans Destin de Merci Femmes. à vous. Moi, je suis vraiment ravie de vous avoir. Alors, on va d'abord parler de votre enfance pour mieux vous connaître. Quels souvenirs vous gardez justement de votre enfance? Une enfance heureuse, pas dans une ville très bourgeoise. J'ai grandi en Seine-Saint-Denis, Oui. à Pantin, dans une famille modeste, mais avec beaucoup d'amour. Et j'ai grandi avec mes parents et ma grand-mère maternelle, qui est partie, qui la repose il y a plus de 10 ans, mais à qui je pense tous les jours. Quelle place occupe justement votre famille dans votre construction d'homme aujourd'hui? Je pense que c'est important. Alors, c'est une banalité affligeante, ce que je veux dire. La famille et la construction d'un homme ou d'une femme dépend effectivement des premières années de sa vie et de l'amour qu'il a reçu de sa famille et de ses proches, quel que soit d'ailleurs le format familial, hein, puisqu'aujourd'hui il y a des formats familiaux très différents de ceux qu'on a pu connaître jusque dans les années 80. Mais l'amour qu'on transmet à ses enfants ou qu'on a reçu de ses parents ou de son environnement familial est vraiment déterminant pour la construction de l'homme ou de la femme à venir. Qu'on devient. Alors, est-ce qu'il y a des figures féminines particulièrement fortes, inspirantes, qui ont compté dans votre jeunesse? Oui, alors j'en ai parlé à l'instant, ma grand-mère maternelle, qui a eu un vrai courage parce que rapatriée d'Algérie, mes parents sont d'Alger. Mon grand-père maternel a été tué en 1962 dans la guerre d'Algérie, il était fonctionnaire, tué en service. Et ma grand-mère est rentrée d'Alger avec ses 3 enfants, sa maman, ma arrière-grand-mère avec elle, dans un pays qui ne l'attendait pas. C'était pourtant la France qui était son pays. Mm-hmm. Et puis l'autre figure féminine, c'est bien sûr ma mère, en tant que ma mère juive, en tant que juif, je n'ai pas honte de le dire, au contraire. C'était une vraie maman juive? Une vraie maman juive avec qui d'ailleurs, chez qui je passe tous les repas de Shabbat du vendredi soir, encore aujourd'hui. Donc voilà. Vous habitez loin l'un de l'autre? On n'est pas très loin, et en région parisienne, elle est toujours restée à Pantin, et moi je suis sur le Valois, donc le chemin est pas très long. Et en revanche, c'est toujours pour moi mais c'est une vraie ressource, hein, de venir passer, que ce soit les fêtes religieuses, les anniversaires et le fameux traditionnel repas de Shabbat chez ma mère, c'est important. Ça, c'est structurant, hein, de retrouver cette Madeleine de Proust finalement. C'est structurant, et je vais vous dire, c'est même important d'avoir des gens. Je pense, hein, quand j'échange avec des personnes, soit pour des collaborations ou autres. Je pense que la relation qu'on a d'une part avec les croyances, quelles qu'elles soient, et je respecte toutes les croyances, moi j'ai ma religion, et il n'y a pas de prosélytisme dans la religion juive, donc, mais des gens qui ont des vraies croyances, et puis des gens qui ont un vrai cercle familial, je pense que ça structure la pensée et ça structure une personnalité. Oui. C'est toujours plus intéressant d'avoir des gens qui ont des racines, mais qui ont les pieds sur terre. Alors justement, vous parlez de votre religion, vous la pratiquez un petit peu quand même? Je la pratique, oui, même si ça doit rester effectivement dans la sphère privée. Après, j'ai des engagements publics, politiques, bien sûr, en tant que sioniste, et j'assume de l'être. Je pense que oui, vous êtes courageux quand même. Hein. Israël doit exister, a le droit de se défendre, bien évidemment. Et puis, Israël est la seule démocratie du Moyen-Orient. Donc, tous ceux qui aujourd'hui critiquent la seule démocratie du Moyen-Orient et en même temps semblent soutenir le régime des mollahs iraniens, oui. Pour moi, ça m'interpelle. Oui, oui, oui. Est-ce que cet environnement familial, finalement, ça a façonné vos valeurs? Indiscutablement, oui, parce que voilà, je suis juif français, mais je sais que l'histoire de la France avec ma famille notamment n'a pas toujours été simple, et pour autant il n'y a
ni de grief envers la République, ni de grief envers la France. Mon grand-père a été tué donc en service en tant que fonctionnaire de la France, mais dans les années 40, il a été prisonnier de guerre français sur place, et une partie de mes grands-parents ont perdu la nationalité française avec les lois de Vichy. Donc on aurait pu dire d'ailleurs après la Seconde Guerre mondiale, demander une forme de réparation, etc. Non, ça n'a pas du tout été la logique, en tout cas d'aucun juif d'ailleurs, qui a vécu la Shoah. Tout le monde s'est retressé les manches pour reconstruire la France de 45 pendant les 30 glorieuses. Personne n'a demandé ni d'indemnisation, ni de reconnaissance. La reconnaissance est venue très tardivement de la faute de la France. C'est Jacques Chirac, à la fin des années 90, qui a reconnu la responsabilité de la France dans la Shoah et la déportation des Juifs. Et pour autant, personne n'a demandé quoi que ce soit comme réparation, comme dû. Pareil, après la guerre d'Algérie, le rapatriement des pieds noirs n'a pas du tout été préparé par la France, très mal préparé. Voire même la guerre d'Algérie a été instrumentalisée dans une certaine reconquête du pouvoir de certaines personnes, et pour autant personne n'a demandé de réparation. Je pense qu'aujourd'hui on rentre dans une société très individualiste, qui ne voit pas, qui a du mal à se projeter ensemble vers un projet commun. Pour vous, justement, qui êtes un homme politique, et moi ça m'intéresse, c'est quoi votre définition d'être juif et républicain? Juif, c'est encore une fois, ça reste dans la sphère privée. Je suis né juif parce que ma mère est juive. Je suis français parce que je suis né en France et parce que j'aime mon pays. Je me lève tous les jours en essayant d'améliorer, très modestement, sur la ville de Levallois avec Madame le maire, d'améliorer le quotidien de nos administrés. Et puis, je défends la France quand la France a ce message, des messages universels, pas universalistes. Je défends un peu moins la politique française d'Emmanuel Macron aujourd'hui, parce qu'elle est d'une part illisible, et d'autre part, je crois qu'aujourd'hui, il a beaucoup abîmé l'image de la France à l'international, au-delà d'ailleurs du conflit au Moyen-Orient. Oui. Alors, on va rester encore un petit peu dans votre enfance. Quelles sont les causes qui vous touchaient quand vous étiez un jeune homme? Alors, plein de causes. Déjà tout petit, je voulais m'engager dans la chose publique. D'ailleurs, je m'étais engagé au Conseil communal des jeunes, je m'étais engagé dans des associations. Ensuite, il y a des causes qui m'ont touché plus particulièrement, qui étaient la lutte contre le harcèlement scolaire, parce que j'en ai moi-même été victime. Et on a essayé de faire bouger quelques lignes quand j'étais jeune dans des associations. Puis ensuite, des causes, encore une fois, qui avaient trait à la jeunesse, comme la reconnaissance des stagiaires. Et je me souviens, tout jeune engagé vraiment dans la sphère publique, sans mandat, sans quoi que ce soit, on avait, avec certains amis, poussé, à l'époque c'était Gérard Larcher qui est ministre du Travail, Oui. et on avait poussé avec Aurore Berger, qui était une amie, Oui. le fait de pouvoir indemniser à juste titre les stagiaires en entreprise, parce que jusque dans les années début des années 2000, il y avait une forme d'exploitation des stagiaires. C'était pas que des stages café ou photocopie. Au contraire, ils fournissaient un vrai travail. Et ils n'étaient pas payés Et pour ils ça. n'étaient pas payés. Vous me parliez du harcèlement scolaire. Qu'est-ce que vous avez vécu exactement? Ça a été une période un peu compliquée. Moi, les années collège, je les regrette absolument pas du tout. Alors, grâce à Dieu, aujourd'hui, j'en suis largement émancipé, mais j'ai sauté une classe. J'étais dans une école publique, un collège public, juif, un peu faillot, comme on dit aujourd'hui, mais parce que j'étais bon élève, donc j'étais au premier Et puis bien rang, élevé? Bien élevé. Et donc j'étais la cible avec des lettres de menaces de mort, avec effectivement des camarades de classe qui... Parce que juif. Alors pour des lettres, certains messages oui parce que juif, et certains parce que faillot, c'était un ensemble de choses. Donc Oui. plus jeune aussi, c'est aussi, je pense que j'avais 1 an et demi d'avance, donc quand on rentre au collège et qu'on est un peu jeune, c'était pas moi qui étais pas en adéquation avec le système, c'était plutôt
mes camarades qui n'étaient pas forcément d'adéquation avec une certaine ouverture d'esprit. Oui. Euh, Et ça a duré longtemps, ce harcèlement? Ça a duré 2-3 ans. Alors, à l'époque, je dois reconnaître que le personnel de l'éducation nationale, en tout cas le personnel encadrant, a vraiment joué le jeu à une époque où le harcèlement, il y a plus de 30 ans, n'était pas du tout pris en considération. Il y a eu une vraie réaction, mais parce qu'aussi, ma mère a pris les choses en main et parce qu'on parlait beaucoup à la maison. Ma mère a dû porter plainte. Il y a une, voilà. Vous avez changé de collège ou vous êtes resté dans le même? Je suis resté dans le même collège. Et ça s'est arrangé? Ça s'est arrangé. Non, j'ai pas eu des années collège, je vous dis, avec un souvenir formidable, mais ça s'est passé. Mais vous aviez des copains quand même? Je m'en suis fait après plus au lycée et plus à la fac. Oui, donc un moment difficile pour vous à passer. Le collège, oui, mais encore une fois, parce que moi j'ai eu la chance d'avoir une famille aimante, une famille où pour parler beaucoup à la maison. Je sais qu'aujourd'hui il y a encore beaucoup de jeunes, et c'est quelque chose qui devrait vraiment nous interpeller tous, encore plus avec les réseaux sociaux qui n'existaient pas à mon époque. J'en avais même pas de téléphone portable, ça arrivait quasiment à la fin de mes études. Aujourd'hui, le harcèlement scolaire, physique et le harcèlement en ligne persiste, il n'a même plus de fin, parce que quand vous êtes harcelé à l'école, quand vous l'étiez il y a 30 ans, à 16h ou 17h, quand les cours s'arrêtaient, le harcèlement prenait fin. C'est plus pendant la récré, les intercours. Là, aujourd'hui, il continue le soir. Et ça, vous travaillez sur ça à Levallois? On travaille sur ça, alors avec les moyens qu'on a en tant qu'élu. On fait beaucoup de conférences, on fait venir aussi des associations pour parler de ce fléau. On a interpellé à plusieurs fois les gouvernements successifs avec peu de retours. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une question qui intéresse beaucoup de monde, mais quand le problème se pose, c'est souvent la victime qu'on change d'école. C'est ça. Et elle est victime un peu une double peine. Elle est victime de harcèlement et elle doit en plus changer de déracinement, parce qu'il faut tout recommencer. C'est vrai que c'est très compliqué. Alors, je voudrais qu'on parle de votre chemin personnel. C'est vrai que le chemin vers soi-même est toujours compliqué. Comment ça s'est passé pour vous? À quel niveau? Tous les niveaux, personnel, professionnel. Je me suis jamais posé de questions sur comment. J'ai jamais fait de plan, déjà, plan de carrière. J'ai jamais fait de plan. J'ai toujours voulu faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire j'ai commencé à faire des études de médecine. C'était pas du tout ma voie. C'est vrai? Voilà. Vous êtes resté combien d'années en médecine? J'ai fait 3 ans. Quand même. Et c'était pas du tout ma voie, parce que alors petit, je vais dire une banalité affligeante, je croyais qu'il y avait que 2 types de vocations, c'était médecin ou avocat. Mon frère a fait des études de droit et moi, tout naturellement, j'ai fait des études de médecine, mais c'était pas trop ma tasse de thé, et je me suis très vite réorienté sur quelque chose qui me plaisait. Et donc j'ai fait deux cursus en parallèle, les sciences politiques et puis l'école supérieure de journalisme à Paris. Et en terminant mes études, j'ai eu une opportunité avec des personnes qui m'ont fait confiance très très vite, que ce soit Jean-François Copé, en tant que porte-parole du gouvernement à l'époque, du gouvernement Raffarin, et puis Roger Carucci, avec qui j'ai travaillé, et avec qui je continue de travailler bénévolement, mais avec qui je continue de collaborer parce que il m'a beaucoup appris et je lui dois beaucoup. Et aujourd'hui, vous êtes aligné avec vous-même? Oui. Oui. Enfin, je pense l'être. J'ai aussi, grâce à Dieu, la chance d'avoir pu, sur un plan politique, faire ce parcours à Levallois avec Agnès Petit-Dumas en tant que maire et moi en tant que premier adjoint, en tant que conseiller départemental aussi, faire beaucoup de choses pour Levallois, mais aussi sur un plan personnel avec l'arrivée de ma fille il y a 2 ans, tout juste. Ça permet d'avoir un équilibre entre vie personnelle et vie publique. Et vie professionnelle. Alors vous venez de parler de votre fille, on va parler de votre famille. Quel genre de famille êtes-vous? Alors famille, alors pas forcément moderne parce qu'aujourd'hui c'est encore un mais la mère de ma fille, je ne dis pas avec la mère de ma fille, mais avec qui pourtant j'ai de très bonnes relations, et une personne que j'aime beaucoup, avec qui j'ai beaucoup d'affection, mais il y a sa maman, puis il y a moi de son côté. On ne vit pas ensemble, et pour autant on partage beaucoup de moments ensemble. D'ailleurs, c'était l'anniversaire de notre fille ce week-end, et on l'a passé ensemble
Voilà, je pense que il y a des évolutions dans la vie. On fait des choix et on a fait ce choix d'avoir Elsa ensemble, Oui. mais pas forcément de vivre ensemble. Oui. Et finalement, cette histoire personnelle, est-ce qu'elle nourrit votre vision de la société qui peut être complètement différente, une différente manière de vivre pour tout le monde? Oui, alors pour le coup, j'ai une très grande, peut-être une plus grande acceptation sur les modèles familiaux, sur les styles de société. L'acceptation de la tolérance, en fait, c'est ça que je veux dire. On est tolérant, c'est-à-dire que quand on est... alors c'est aussi mon éducation, ma religion, quand on est juif, on est juif et pratiquant, on est de facto tolérant. Tolérant parce qu'on doit accepter l'autre et l'altérité. Le judaïsme, c'est un message universel, mais pas universaliste. L'universalisme, ce serait de vouloir convertir tout le monde. Et vous savez très bien que dans la religion, il n'y a pas de prosélytisme. La religion juive, il n'y a pas de prosélytisme. Seuls les juifs restent juifs et il y a très peu de conversions. Mais en revanche, le caractère universel du judaïsme, ça veut dire être pouvoir vibrer positivement ou parfois avoir des émotions très tristes, avoir de l'empathie quand il y a besoin d'y en avoir. Oui. Et je pense que en tout cas, c'est mon éducation et cette éducation religieuse qui m'a permis d'avoir cette forme d'ouverture d'esprit, de tolérance. Oui, parce que c'est vrai que c'est pas facile comme schéma de vie quand même. Vous êtes tous les deux remariés? On est tous les deux, on a tous les deux chacun effectivement. Et ça marche bien. Et ça marche bien, parce qu'en fait, c'est l'intérêt, encore une fois, c'est l'intérêt de l'enfant qui prime. Quand on décide de faire un enfant, et c'était un vrai choix, parce que moi c'était un désir que je nourrissais depuis longtemps, c'est un choix qui nous engage à vitam aeternam, qui nous dépassera, puisque comme on dit dans la religion juive, jusqu'à 120 ans, Elsa nous dépassera, et c'est notre devoir de nous entendre, quels que soient d'ailleurs nos chemins de vie. Personnel ou professionnel, l'intérêt premier, c'est l'intérêt de l'enfant. Oui. Alors je sais que aujourd'hui, dans un monde beaucoup plus individualiste, beaucoup plus égoïste, on pense parfois plus à soi qu'à son conjoint ou qu'à ses enfants ou son enfant. En tout cas, c'est pas levé de la vision que sa mère et moi. Oui. Alors cette parentalité, est-ce que ça a changé le regard sur les priorités de votre vie? Ça a changé. Je pense que oui. En tout cas, certains me le disent et ceux qui me côtoient le disent. On pense forcément un peu plus à l'empreinte qu'on veut laisser en pensant au regard qu'aura son enfant sur nos actions. La sorte de témoignage qu'on voudra laisser par la suite. Donc oui, ça compte un peu. Et ça compte parce que un enfant a besoin d'attention, d'affection et de temps. Alors j'essaye aussi de lui consacrer un peu de temps malgré tout. Je sais qu'on a des agendas et j'en suis parfois vraiment désolé de pas passer assez de temps, autant de temps que je le souhaiterais, parce qu'on a des agendas qui sont chargés entre la vie municipale, la vie départementale et puis d'autres engagements associatifs, culturels. On a des emplois du temps chargés, mais pour autant, ça reste une priorité, voire la priorité. Et justement, ces traditions dont vous nous parliez tout à l'heure avec votre maman, votre grand-mère, est-ce qu'elles ont plus d'importance aujourd'hui, ces valeurs familiales? Eh bien, elles ont plus d'importance à mes yeux, parce que ce soit la maman d'Elsa, qui est aussi d'origine juive, et moi, souhaitons transmettre en tout cas ces valeurs. Pas une question de pratique religieuse, hein. On a des pratiques, je suis un peu plus pratiquant que sa maman, mais on souhaite transmettre des valeurs à notre fille, nos conjoints respectifs aussi. Souhaitons transmettre des valeurs universelles d'amour,
de tolérance Oui. dont on parlait à l'instant. Oui, oui, oui. La mémoire, la culture, l'histoire, en quoi ça, c'est fondamental? Et là, je vais vous parler de votre parcours public. Parce que ça, c'est des choses qui se perdent aujourd'hui. Comment vous faites? Alors, quand on parle de mémoire, enfin moi, il y a une part de mémoire personnelle. Je parlais tout à l'heure de mon grand-père que je n'ai pas connu, mais qui a quelque part, avec l'action de ma grand-mère maternelle, façonné un peu ma vision de ce qu'a pu être l'histoire très récente de l'histoire de France, et puis de ma parcours vraiment. Du côté de mon père, c'était des Alsaciens qui ont refusé d'être allemands en 1870 et qui ont rejoint l'Algérie. Du côté de ma famille, du côté de la famille de ma mère, ce sont des séfarades donc, qui ont fait tout le bassin, tout le parcours méditerranéen avec la fuite de la chasse de l'Espagne, Maroc, Donc un beau mélange ashkénaze-séfarade là. C'est ça. Et finalement, avec cet héritage de juifs errants, et parfois, ce qui m'inquiète aujourd'hui avec cette histoire, qui est finalement l'histoire de beaucoup de juifs, de se dire, quand on voit ce qui se passe en France avec la montée de l'antisémitisme, j'espère qu'on n'aura pas on ne sera pas un jour chassé parce que juif. Oui. Si on veut faire son alliance, et moi je connais beaucoup de gens autour de moi qui ont fait, mon frère, a commencé par mon frère, qui a fait son alliance très récemment. Partent parce qu'ils se sentent plus en sécurité. Ils ne se sentent plus en sécurité, surtout qu'ils ne se sentent plus qu'il y ait des antisémites dans la sphère publique et politique. C'est triste parce qu'en plus ils ne sont même pas condamnés. Mais ça a souvent existé, ça existe dans notre pays, mais quand ils prennent un discours complètement décomplexé, qui ne sont pas assez condamnés, et qu'en plus on a l'impression qu'ils ça prend le pas dans la sphère. Là, c'est la foire d'empoigne en ce moment, ce qu'on peut entendre. Hein. C'est triste. Oui. C'est triste. C'est d'une part, il y a une forme de néo-négationnisme, quand on banalise la Shoah et quand on nie ce que c'est ou quand on l'assimile à des choses qui ne sont pas du tout comparables, c'est une forme de négationnisme. Quand certains ont un discours antisémite décomplexé et antisioniste, parce que c'est la même chose. Aujourd'hui, on se drape derrière l'antisionisme pour mieux cracher sa haine du juif. Tout ça peut inquiéter. Alors moi, je reste résolument optimiste en me disant on va avoir un sursaut républicain, mais beaucoup ne se supportent plus cette haine constante du juif et font leur alia. Ouais. Et il y a deux alias d'ailleurs en France. Il y a ceux qui quittent la France vers Israël, et ça c'est un alia de choix. J'espère que ça ne restera qu'un alia de choix et que ce ne sera pas un alia un jour forcé. Comme c'est le cas dans plein de pays arabo-musulmans, malheureusement, ces 50 dernières années. Et puis, il y a aussi un allié interne. Il y a tous ces juifs qui quittent la Seine-Saint-Denis, qui quittent Sarcelles ou Val d'Oise pour venir dans l'Ouest parisien, comme à Levallois, parce qu'ils ne peuvent plus pratiquer leur foi. Plus sereinement. On va parler des droits des femmes. Qu'est-ce que vous pensez de la place des femmes dans la société? Elle n'est pas encore assez forte. Alors à Levallois, on a la chance d'avoir une mère, femme. Une femme. On a aussi beaucoup de postes à responsabilité dans la mairie. La directrice générale de service, Carole Sebac, est une femme. Tous les postes, beaucoup de postes, une majorité en tout cas de postes de direction sont à des femmes, vont à des femmes, mais c'est pas le cas malheureusement partout. Et dans la société, très peu de sociétés du CAC 40 sont dirigées par des femmes. C'est un peu dommage que le monde aussi de l'entreprise, parce qu'on parle beaucoup de la sphère publique, il y a une loi sur la parité. Alors c'est une parité forcée. Ça n'a pas été spontané de la part des partis politiques, quels qu'ils soient de droite comme de gauche. Mais c'est pas encore le cas dans les grandes entreprises. À votre avis, les combats à mener justement pour aller vers une société plus juste, ce seraient lesquels? Alors, on ne s'est jamais vraiment posé la question de quel était l'impact de l'arrivée justement d'un enfant. On parle beaucoup du problème des retraites à l'envers, le financement, combien ça coûte, est-ce qu'on va réduire la retraite des seniors, est-ce qu'on va augmenter l'âge de cotisation, mais on ne part pas du point de départ qui est l'incitation à faire des enfants. Quand des femmes s'engagent dans ce processus,
quand des couples s'engagent dans ce processus, on sait très bien que dans un parcours de vie professionnel d'une femme, ça va avoir un impact. Ça va avoir un impact parce que elle sera, pendant le temps de la grossesse, en tout cas une partie du temps de la grossesse, elle sera disponible pour la vie professionnelle. Et c'est derrière, quand il y aura ce retour dans l'entreprise, les petits copains et les petites copines, hein, parce que le monde de l'entreprise est impitoyable, donc y compris leurs collègues féminines, ne leur feront pas de cadeaux dans la progression. Aujourd'hui, on n'a pas inventé de système dans la fonction publique comme dans le monde de l'entreprise qui permettent de compenser. On a plein de systèmes de compensation sociale, la discrimination positive, etc. Mais on n'a pas encore mis au point, dans le monde de l'entreprise comme dans la sphère publique, une forme de compensation pour les personnes qui sont compétentes, mais qui n'ont pas pu forcément se former ou suivre la vie de l'entreprise le temps de leur absence et de leur congé maternité. Et derrière, quand elles reviennent dans l'entreprise, elles sont discriminées. Oui. C'est vrai que il faut tout recommencer. Et ça, ce serait un vrai chantier. Oui. Comme il y en a plein d'autres, mais ce serait un vrai chantier. Est-ce qu'il y a des femmes dans votre parcours professionnel qui vous ont aidé? Il y a plein de femmes qui m'ont aidé et qui m'impressionnent ou qui m'ont beaucoup marqué. Je pense Valérie Pécresse, avec qui j'ai beaucoup travaillé, avec qui je travaille encore beaucoup, qui est une présidente de région courageuse, qui elle aussi a mené un vrai combat pour l'égalité des droits des femmes. Il y a bien sûr Agnès Potier-Dumas, qui est maire de Levallois, mais on a une relation d'amitié avant même d'avoir une relation de travail, donc c'est un peu différent. C'est chouette quand c'est comme ça. C'est très bien, c'est très bien, c'est l'idéal. Après, je sais que c'est pas comme ça partout, mais en tout cas, ce sont des femmes qui, dans mon entourage proche, et puis il y a des femmes amies ou collègues de travail et qui, à la mairie, je travaille, que ce soit Sophie Deschiens, qui est conseillère régionale et maire adjointe, ou Laurence Bourdet-Matisse, avec qui on a construit des choses, on a fait bouger les lignes sur notamment l'éducation ou sur le monde associatif à Levallois, et j'en suis, on peut en être fier. Alors c'est vrai que c'est que Levallois, c'est une petite ville de 65 000 habitants. Mais c'est déjà sur 65 millions d'habitants, c'est une petite France. Mais en tout cas, c'est notre mandat et c'est notre responsabilité de le faire. Quel est votre plus grand défi personnel que vous avez dû relever? Je sais pas. Moi, j'essaie d'appréhender les choses quand elles viennent. Je me lance pas de défis insurmontables. Quand il y a eu les élections municipales 2020, pour être très franc, j'y croyais pas. J'y croyais pas parce qu'on était l'équipe qui avait été désignée, que ce soit Agnès Potier-Dumas et moi, on avait été désignés par Patrick Balkany, puisqu'on était respectivement directrice de cabinet et adjointe de Patrick Balkany. Je pensais qu'on allait... c'était compliqué, c'était une élection compliquée parce que le candidat nous avait investi depuis la prison de la santé et il avait quand même une image un peu sulfureuse. On a relevé le défi. Et là, vous vous êtes dit, il y a zéro chance en fait. Oui, en tout cas, on y allait pour défendre ce qu'on avait fait, puisque que ce soit Agnès Potier-Dumas en tant que directrice de cabinet à ses côtés, qui faisait tourner la boutique, on va pas se mentir, c'est elle qui faisait tourner la ville, et moi, en tant qu'adjoint, on se disait, on va pas brader quand même l'héritage et ce qui a été fait jusqu'à présent, on y va, et c'était un vrai défi. On pensait que ce serait compliqué. On est arrivé en tête au premier tour. Et le deuxième tour, grâce à Dieu, nous a concrétisé tout ça. Ça, c'était une vraie victoire. Et un an après, on a gagné au départemental. Agnès Potier-Dumas et moi, on a fait 60% au départemental, ce qui n'avait jamais été fait à Levallois. Donc un score. Donc ça, vous pouvez être fier de votre vie professionnelle. On en est fier. Après, c'est une fierté qui dure un temps. On a aussi un engagement, une responsabilité vis-à-vis de ceux qui nous ont fait confiance. C'est-à-dire que on continue ce travail. Vous savez qu'on a hérité de cette vie en 2020 avec plein de défis, notamment un défi de la dette.
Agnès a permis, avec sa détermination, on a maintenu les mêmes services, la même tarification, pas de fiscalité augmentée. On a ouvert des équipements culturels, dont la Microfolie, qui est à Levallois, et qui permet à des jeunes et à des seniors de pouvoir visiter plein de musées en Ile-de-France sans bouger de Levallois. Et on s'est désendetté, on est passé de 685 millions d'euros de dette à 285 millions d'euros. Ça, c'est la vraie bonne nouvelle, ça. Ça, c'est la vraie bonne nouvelle. Et c'est un travail du quotidien. C'est-à-dire que Agnès Petit-Dumas et tous nos adjoints et moi aussi, quand on se lève le matin, on est jusqu'à 23h, minuit, parfois on reçoit des messages d'administrés auxquels on répond, WhatsApp, Instagram, Ils ont votre etc. numéro de portable? Pour beaucoup, oui. Incroyable. Mais ça ne me dérange, vraiment, ça ne me dérange pas parce qu'on a cette. Alors c'est une on vous appelle pas quand on perd son chien quand même à minuit. Ça peut arriver. C'est arrivé. Vous rigolez, c'est arrivé. Et donc on avait demandé et la police municipale a retrouvé le chien en 17 minutes. Tout arrive. On a des exemples de tout, des gens qui sont parfois très gentils et qui ont des demandes un peu loufoques. Je me souviens d'une personne qui m'avait demandé de venir repeindre son salon. Bon. À vous? Oui, voilà. Alors je le fais déjà pas chez moi, donc. Mais c'est alors l'accessibilité qu'on peut avoir et cette en fait c'est très gratifiant de se dire à la fin de la journée on a aidé des personnes soit à se reloger, soit à avoir une subvention municipale, soit départementale, à concrétiser des projets éducatifs privés parce que c'est aussi un vrai enjeu parce que nous on gère les écoles et on gère il y a le département et les collèges, mais il y a aussi plein de projets d'écoles privées qui se constituent. En tout cas, c'est très gratifiant de se dire. Cette proximité, elle est incroyable quand même. Incroyable. Le mandat local n'a rien à voir avec les mandats parlementaires. Moi, j'en ai pas eu encore de mandat parlementaire, mais j'étais chef de cabinet. Justement. Vous êtes jeune. Oui. Vous avez 45 ans. Je suis assez jeune, c'est un âge charnière, on va dire. Vos projets pour le futur, c'est quoi en politique? Je fais pas de plan sur la comète, mais si un mandat. Je sais pas, si demain, après-demain, une occasion venait à se présenter, et vraiment. Mais vous viseriez quoi? Un poste de ministre? Ah non, mais je sais même pas. Je sais même pas. Parce que ça pourrait être utile, quelqu'un comme vous, quand même. Ah, mais si un prochain gouvernement me fait confiance, alors en tout cas, Ce serait quel genre de gouvernement? Avec Jean-François Copé, avec Bruno Retailleau. Avec Bruno Retailleau? Oui. Avec des gens de droite, pas avec des gens de gauche. Oui, parce que j'ai encore une fois, on peut faire plein de compromis, mais pas de compromission. Donc avec des gens, beaucoup avec des gens de droite. Voilà. Allez, vous êtes en lice. En tous les cas, nous, on va suivre votre carrière de près. Vous le méritez. Gentil. Bravo pour votre courage. Merci, David Xavier Weiss, pour ce voyage au cœur de votre destin, façonné par l'engagement, la fidélité, les valeurs et puis la force du lien humain. C'est ça qu'on sent chez vous. À travers votre histoire, c'est aussi une certaine idée de l'égalité et de la transmission qui s'écrit. Exactement. Merci d'être venu dans Destin de Femme et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.